bonjour à tous et merci également à la SFAR de m'avoir proposé d'avoir l'occasion de représenter en fait cette situation. Alors comme l'a dit Gilles, hein, c'est la situation, je ne vais pas dire qu'on redoute toutes parce que heureusement on n'y pense pas à chaque fois, mais très honnêtement c'est la situation catastrophique qui peut arriver au bloc opératoire chez l'enfant, situation où on aimerait bien pouvoir faire comme ce petit, se dire oh là là mon Dieu, pourquoi je fais ce métier-là et je voudrais rentrer chez moi. Pardon. Alors vous rappelez juste, hein, je vais aller très vite, mais que les causes respiratoires sont la deuxième cause d'arrêt cardio-respiratoire chez l'enfant au bloc opératoire. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait prégnant. Et quand on regarde dans ces revues, c'est la même chose. Hein, les complications sévères chez l'enfant au bloc opératoire sont très souvent des causes respiratoires et sont souvent associées à des problèmes de management de l'airway, comme disent les Anglais, et des problèmes respiratoires. C'est donc pour les complications en dehors de l'arrêt cardio-respiratoire la première cause de complications périopératoires chez l'enfant. Apricot également l'a bien montré. Vous savez que les complications respiratoires chez l'enfant sont la deuxième cause de complications importantes dans cette étude-là. Et on sait aussi, et ça a de l'importance sur la gestion et sur votre expérience et votre expertise de ce qui va se passer, c'est qu'elles sont d'autant plus importantes que les enfants sont plus jeunes. Néanmoins, c'est là où on va commencer à rentrer en fait dans une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive pas, parce que finalement c'est peut-être ça le message le plus important, c'est que dans cette analyse prospective donc de cohorte, il est clair que les complications respiratoires et probablement ces scénarios catastrophes sont encore plus fréquents si l'intubation ou la ventilation difficile ou impossible comme le sujet n'était pas anticipée et donc n'était pas prévue. Donc l'évaluation probablement et le fait d'anticiper ces situations est un élément important. Et de la même façon, et ça aussi on le sait, et cette étude l'a montré, et on le retrouve dans les algorithmes de façon très claire, c'est que lorsque vous êtes en situation difficile de management ou de contrôle des voies aériennes chez l'enfant, il a bien été montré que plus vous essayez, plus vous vous mettez dans une situation difficile, et plus vous augmentez en fait l'incidence des complications. Et donc c'est aussi bien précisé dans les algorithmes, il faut savoir s'arrêter, se poser éventuellement, et réfléchir à un plan B, un plan C, voire un plan Z si vous êtes vraiment pas de chance. Alors je vais pas les redécrire parce que ces algorithmes sont disponibles sur le site de la DARPEF, sur le site de la SFAR. Vous devez les avoir en tête. Hein, ce sont des algorithmes qui émanent donc des guidelines de la Société anglaise donc d'anesthésie et de la société d'intubation, enfin ou d'airway difficile. Et vous voyez que ils en ont fait 3. Donc la ventilation au masque facial difficile, on est déjà, vous voyez, sur l'imprévu, c'est-à-dire quand effectivement on se retrouve dans une situation qu'on n'avait pas anticipée. Chez l'enfant, donc de 1 à 8 ans, ils se sont concentrés sur les petits. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'étapes dans cet algorithme. Donc, il faut vérifier qu'on est dans les bonnes conditions et qu'on a les conditions anatomiques pour bien ventiler. Éventuellement, s'aider d'une canule, oropharyngée, nasopharyngée. Éventuellement, si on est dans la situation d'une ventilation au masque très difficile, envisager de mettre un dispositif supraglottique. Dans tous ces algorithmes, vous regarderez ce qu'on retrouve tout le temps, c'est qu'il faut continuer à administrer de l'oxygène à 100%. Il faut se faire aider, il faut se faire aider, il faut se faire aider. Je vais vous le dire, je ne sais pas combien de fois. Il faut se refaire aider si on n'est toujours pas, si les gens ne sont toujours pas arrivés. Et donc, vous voyez que cet algorithme, je ne sais pas s'il y a une flèche, je crois pas. Ah si, il y a la souris. L'algorithme se termine donc par la situation catastrophique qui est l'algorithme CICO, can't intubate, can't oxygenate ou can't ventilate, c'est la même chose. Si la ventilation au masque est éventuellement facile, mais l'intubation est difficile, on est aussi dans un algorithme qui explique un petit peu les différentes étapes et il faut également l'avoir en tête. Vous voyez que la ventilation au masque est facile, on essaye d'intuber, on n'y arrive pas. Il est recommandé de ne pas essayer plus de 2 fois parce que vous allez vous mettre dans une situation difficile si elle ne l'était pas encore suffisamment. Et puis, si on n'arrive toujours pas à intuber, on essaye éventuellement de mettre un autre dispositif. Si on n'arrive pas du coup à intuber et qu'en plus on n'arrive pas à ventiler, on se retrouve évidemment dans l'algorithme CICO. C'est ça que je vais essayer de vous décrire. Donc c'est la catastrophe, clairement. On est toujours dans les mêmes conditions.
garder éventuellement l'enfant endormi, donner de l'oxygène à 100%, appeler à l'aide, appeler à l'aide, appeler à l'aide. Et puis, si ça ne va pas, on est donc dans l'algorithme CICO qu'on va détailler un petit peu. Donc là, l'intubation est impossible, vous n'y êtes pas arrivé et vous n'arrivez pas à ventiler votre enfant au masque. Et donc, il va falloir agir. Alors, cet algorithme, il se détaille en 3 étapes. Évidemment, la première, c'est de tout faire pour essayer de continuer à ventiler, en tout cas d'oxygéner. C'est ça qui est important, c'est d'essayer d'oxygéner l'enfant. Le ventiler si on peut, mais surtout l'oxygéner. Il y a une étape où on peut envisager de réveiller l'enfant. Et puis, il y a une étape de sauvetage, de sauvegarde, si vraiment aucune de ces deux solutions n'est possible. Vous voyez qu'il y a toujours les mêmes choses, administrer de l'oxygène à 100%, appeler à l'aide, ne restez pas tout seul. Donc, appeler à l'aide, pas quelqu'un qui, comme ça, va venir, va trouver que la situation est catastrophique et va repartir, appeler à l'aide quelqu'un dont vous savez, a priori, qui va pouvoir vous aider. Donc la première étape, c'est de continuer d'essayer d'oxygéner à tout prix, c'est vraiment l'étape cruciale. Et en fait, quand on dit essayer d'oxygéner à tout prix, c'est essayer de reconnaître et essayer de traiter pourquoi on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas ? Toujours avec une FiO2 à 100%, parce que, on l'a dit tout à l'heure, je vois qu'on a les mêmes photos, c'est ça qui est drôle, c'est que les voies aériennes de l'enfant sont quand même particulières, surtout chez l'enfant petit, et que tout concourt à effectivement être en obstruction parce que la bouche est plus petite, malgré tout proportionnellement la langue est plus grosse, que la luette est très 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 au contact du vestibule, le larynx est très antérieur, il est plus haut, que les cartilages trachéaux sont souples, que la trachée effectivement est conique et non pas trop cylindrique, même si ça c'est un petit peu rediscuté, et que les voies aériennes ont des résistances augmentées. Donc tout concourt à ce que vous soyez en obstruction. Donc il faut le savoir. Et donc reconnaître les causes d'instruction, c'est reconnaître pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas. Est-ce que la tête est bien positionnée ? Est-ce qu'on a bien aligné les axes aériens ? Est-ce que le masque est bien positionné ? Est-ce qu'il y a des fuites, pas de fuites ? Est-ce que vous avez bien fait ce qu'il faut ? Est-ce que la bouche est bien ouverte ? Est-ce que la langue n'est pas collée sur le palais ? Est-ce que vous êtes, et c'est possible, devant un enfant qui a une hypertrophie amygdalienne tellement importante que de toute façon vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans la bouche, ça ne franchira pas le pharynx. Est-ce qu'il y a des sécrétions qui vous gênent ? Oui, non. Et puis, il peut y avoir des causes, ce qu'on appellerait plutôt peut-être des causes fonctionnelles qui favorisent cette obstruction. Est-ce que votre enfant dort suffisamment ? Est-ce qu'il est en train de faire un laryngospasme ? Est-ce qu'il fait un bronchospasme ? Est-ce qu'il fait une rigidité thoracique, par exemple, sur une injection trop rapide de morphinique ou de choses de ce type-là ? Et c'est important de reconnaître ces causes parce que les causes anatomiques, ça va être à vous de faire ce qu'il faut pour essayer de les libérer. Les causes fonctionnelles, il va falloir envisager d'utiliser des médicaments pour que la situation s'améliore. Comment on traite les causes anatomiques ? Eh bien, ça, c'est tous les petits trucs que connaissent tous les anesthésistes pédiatriques. Il faut essayer de se mettre en situation la plus favorable possible, repositionner la tête, le cou, mettre un petit billot, subluxer la mâchoire, essayer d'insérer une canule, oropharyngée peut-être, nasopharyngée, pensez-y, ça aide énormément, notamment en cas d'obstruction amygdalienne. Essayez peut-être de mettre un dispositif supraglottique si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous faire aider, donc c'est là où on redit quelqu'un qui peut vous aider. Ventiler à 4 mains, c'est beaucoup plus facile de tenir un masque en subluxant chez un petit chez lequel vous avez une obstruction et que quelqu'un d'autre ventile, ça peut être le respirateur, mais que quelqu'un d'autre ventile, donc les 4 mains, c'est vraiment utile. Pensez au fait que les enfants qui sont en difficulté, vous avez peut-être essayé déjà 2-3 fois d'intuber, vous n'y arrivez pas. Il peut y avoir des sécrétions qui sont extrêmement gênantes, qui vont favoriser le risque ou la survenue d'un laryngospasme si ce n'était pas déjà le cas. Et puis, quand on n'arrive pas à ventiler un enfant, on fait quand même des gros efforts avec notre ballon et l'air, il va où ? Il va dans l'estomac. Et vous allez vous retrouver avec des gamins qui ont des estomacs extrêmement distendus. Ça ne favorise pas la course thoracique. Donc déjà, vous avez un peu de mal à les ventiler. Si en plus vous vous mettez dans cette difficulté-là, vous majorez les risques que ce soit très 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 compliqué. Donc n'hésitez pas régulièrement ou de temps en temps à mettre une sonde pour décomprimer l'estomac. Et puis les causes fonctionnelles, il faut envisager effectivement d'approfondir l'anesthésie. Il faut, vous allez le voir, envisager de curariser l'enfant pour faciliter la ventilation et éventuellement l'utilisation des médicaments.
Néanmoins, et ça, cette étude, pour ça, elle a vraiment été extrêmement intéressante. Vous voyez qu'il y a plus de 1000 anesthésies. La ventilation au masque impossible chez l'enfant, eh ben, en fait, c'est très rare. 6 sur 1000, hein, donc c'est quand même pas quelque chose d'extrêmement fréquent. Et dans cette étude, donc, ce qu'ils ont montré, c'est que 5 fois sur 6, ça avait été anticipé. C'est-à-dire que c'était des enfants pour lesquels ils s'attendaient à ce que ce soit difficile. Donc probablement qu'ils avaient un plan B. Donc déjà, on est un peu plus serein. Et puis dans l'étude, vous voyez qu'ils ont eu des difficultés. Donc ils ont caractérisé comme de l'intubation impossible. 4 fois sur 6 sur ces intubations impossibles, la curarisation a permis en fait d'améliorer la ventilation et de permettre d'oxygéner l'enfant en attendant de trouver une solution. Et dans cette étude-là, 2 fois sur 6, le dispositif supraglottique a été la solution. Donc vous voyez, la ventilation au masque impossible, il faut quand même effectivement qu'on soit dans une situation vraiment très très difficile. C'est pas le plus fréquent. Et donc, ce qui est important, c'est d'essayer de tout faire pour qu'on ne s'y retrouve pas dans cette situation et surtout qu'on fasse toutes les petites manœuvres, les petits trucs qui permettent éventuellement d'arriver quand même à ventiler un petit peu l'enfant. La deuxième partie donc de l'algorithme tel qu'il a été décrit, c'est on envisageait le réveil de l'enfant. Finalement, quand il était réveillé, cet enfant, il allait bien, et donc se dire peut-être qu'on peut. Alors il y a quelques conditions et je vais aller très rapidement. Je rappelle toujours avec 100% de FiO2, il faut que la saturation soit quand même supérieure à 80%. Il est inenvisageable de se dire je vais réveiller l'enfant alors qu'il est à 40 de saturation parce que vous courez à la catastrophe. Bien évidemment, ça paraît quelque chose d'évident, mais il faut que l'enfant ait repris une ventilation spontanée, hein, quoi qu'il arrive. Alors il peut être obstructif, mais il faut qu'il ait effectivement repris une ventilation spontanée. Et il y a une place là, si vous avez été dans l'algorithme, dans la situation précédente où vous avez curarisé l'enfant pour essayer d'améliorer les choses, effectivement, il faut pouvoir envisager de réverser les curars pour que vous puissiez envisager de réveiller l'enfant. Et puis, c'est là où c'est la cata totale. Il faut se préparer donc à une technique de sauvetage parce que vous êtes dans une situation où rien de ce que je viens de dire n'a été possible. Et donc, il faut absolument envisager de sauver et de pouvoir oxygéner l'enfant. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont bien. Si vous avez la chance d'avoir des ORL expérimentés dans votre service parce que vous êtes dans un CHU, vous êtes déjà quand même un tout petit peu plus serein parce qu'effectivement, vous allez pouvoir faire appel à quelqu'un qui va venir vous aider. Mais il faut envisager toutes les autres petites techniques pour voir si effectivement on peut arriver à ramener de l'oxygène chez cet enfant. Une trachéotomie chirurgicale, est-ce que vous avez déjà fait une trachéotomie chez un enfant de 3 ans qui est à 40 de saturation? Moi, personnellement, non, et j'ai pas très envie que ça m'arrive. Envisager de la jet ventilation, est-ce qu'une bronchorigide, ça peut marcher? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent marcher? Envisager évidemment l'accès cricothyroïdien, et puis la cricothyroïdotomie chirurgicale que vous pouvez être amené à faire sans ORL si vous n'avez pas d'ORL sous la main. Donc, ce sont les techniques qu'on appelle les techniques FONA, donc Front of the Neck Access. Et je vais un petit peu vous montrer ce qui a été décrit comme étant possible. Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'il faut choisir? Je ne sais pas si j'ai la réponse en réalité. N'hésitez donc toujours pas à vous aider. Donc, il y a un certain nombre d'études qui ont testé des dispositifs. Je vais passer vite. Dans cette étude-là, ils ont testé, alors ce sont que des études expérimentales, donc sur des petits lapins ou sur des petits cochons, des petits porcelets, pour essayer de reproduire. Là, vous voyez, c'est des lapins qui ont une trachée de 3,5 mm, donc à peu près la taille d'une trachée d'un jeune nourrisson. Et puis là, ils ont essayé avec des KT 14 gauche, 20 gauche, 18 gauche, enfin avec un certain nombre de KT. Donc vous voyez qu'ils y sont arrivés, globalement, 60% de succès, c'est plutôt bien. Ils n'avaient pas trouvé de différence selon la taille du KT, mais vous voyez 40% de complications, c'est-à-dire en fait de lésions du mur postérieur de la trachée. Donc c'est quand même embêtant, en sachant que si on a fait une lésion du mur postérieur de la trachée, qu'est-ce qui va se passer quand on va ventiler, quand on va oxygéner l'enfant? Si c'est pour se retrouver avec un pneumomédiastin et une rupture trachéale, on n'aura pas beaucoup gagné. Dans cette étude, c'est la même étude, donc les Australiens, l'étude de chez Brita, là, comme on l'appelle, notre copine Brita, où ils ont fait la même chose, mais avec un kit, industriel. Et vous voyez, 100% de réussite. Alors ils sont très contents parce qu'avec le kit, ils ont 100% de réussite. Mais vous voyez, il y a 25 à 50% de lésions de la même chose du mur postérieur de la trachée. Donc est-ce qu'on peut considérer que cette technique est à conseiller? Est-ce qu'elle est fiable? Je ne sais pas.
La même chose ici avec donc l'essai de juste mettre donc un cathé transtrachéal. Donc ils ont essayé là avec des cathéters de jet de ventilation par rapport à un cathé intraveineux. Et puis dans cette étude-là, ensuite ils faisaient la trachéotomie donc chez des petits cochons cette fois-ci. Et en fait, c'est la même chose. Bon, ils ont du succès. Alors vous voyez, hein, le 66% d'un côté, 68% de l'autre, ça reste quand même que un gros tiers, hein, donc ça veut dire qu'il y en a un tiers chez lesquels ils n'y arrivent pas. Et puis surtout, encore une fois, 50% de perforation trachéale, et notamment parce que cette trachée du jeune enfant qui est très souple, au moment où vous introduisez en fait le cathéter, vous allez la comprimer, et vous voyez là que le cathlon qui arrive, c'est très bien, sauf qu'en réalité, il vient perforer la paroi postérieure ici de la trachée. Et je redis, on peut le reculer et le repositionner en se disant ça va, mais qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va ventiler l'enfant? Je vais vous montrer tout à l'heure qu'on a tendance à être obligé de ventiler l'enfant avec des pressions extrêmement importantes. Donc, on risque d'avoir des fuites. Dans cette revue, finalement, qui a repris un petit peu ça et dont a émané notamment les recommandations et les guidelines, effectivement, vous voyez, 34 à 70% de complications sur toutes ces techniques, ça fait quand même réfléchir. Et on se dit, est-ce qu'on peut en conseiller une plus que l'autre? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est difficile à dire, ce d'autant, et ça j'aime beaucoup, c'est une équipe irlandaise qui a fait ça, ils ont essayé de savoir si nous, les anesthésistes, finalement, on était assez bons, et ils ont demandé donc à un certain nombre d'anesthésistes, je crois qu'il y en a 90 dans le lot, de reconnaître où se situait la membrane cricothyroïdienne chez l'enfant. Donc ils ont fait des catégories d'âge, moins de 1 an, de 1 à 8 ans, de 9 à 16 ans. Il y a des anesthésistes confirmés, il y a des anesthésistes des jeunes, des internes, des choses comme ça. Eh bien, c'est assez décevant, c'est même plutôt extrêmement décevant, voire inquiétant, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que la localisation adéquate donc de l'emplacement de la membrane cricothyroïdienne, elle est très très mauvaise, 28 à 38%, donc seulement un tiers des cas, les gens reconnaissaient exactement l'emplacement de la membrane cricothyroïdienne, et on est censé pouvoir placer le kit éventuellement ou le dispositif de cricothyroïdotomie quand on le fait en percutanée. Et ce, quels que soient les groupes d'âge, et puis ce qui est encore plus désespérant, c'est qu'ils demandaient aux gens de répéter, de le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et en fait c'était toujours pareil, c'était toujours aussi mauvais. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'affranchir de ces techniques? Je ne sais pas. Moi, je vais vous montrer, un petit film, ce que nos ORL chez nous préconisent et quelle est la technique qu'ils préconisent, parce qu'en plus, ça peut se faire, comme vous le voyez là décrit, avec ce que vous avez dans le bloc opératoire, c'est-à-dire un cathlon, c'est-à-dire une sonde d'intubation de petit calibre avec un slip joint qui va vous permettre de ventiler sur le cathlon. Le principe étant en fait de ponctionner avec au bout de votre cathlon une seringue remplie d'eau qui va vous permettre d'identifier tout de suite dès que vous allez rentrer dans la trachée par l'apparition de bulles d'air et qui va permettre de pouvoir cathétériser la trachée. Donc j'espère que ça marche. J'ai fait beaucoup d'efforts parce que ça marchait plus. Donc vous voyez, en fait, il fonctionne au niveau de la membrane cricothyroïdienne. Dès qu'il y a des petites bulles, hop, voilà, les petites bulles apparaissent. On est sûr qu'on est dans la trachée et il va cathétériser la trachée en se réorientant un tout petit peu pour pouvoir le faire. Donc vous voyez là, c'est un cathlon 14 gauge chez un enfant qui a 8 mois. On peut mettre dessus donc un slip joint de sonde d'intubation et ensuite on peut ventiler comme on veut sur ça. Alors ventiler comme on veut, je vais juste y revenir, mais pas tout à fait. Voilà. Parce que vous avez réussi à mettre un petit cathlon, vous dites c'est chouette, super, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire dessus? Vous avez un cathlon 14 gauge dans une trachée. Comment est-ce qu'on peut ventiler et avec quoi? Alors, on peut utiliser un débitmètre d'oxygène, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez mettre? 1 litre, 2 litres, 12 litres, 15 litres, 8 litres. Ce qui est conseillé potentiellement, c'est de mettre à peu près l'âge de l'enfant en litres par minute. Mais il faut être quand même très vigilant. On utilise une branche en Y, enfin un raccord en Y, pour envisager d'avoir quand même une voie expiratoire. Au moment où vous allez ventiler, vous allez boucher une des branches en Y pour pouvoir ramener l'oxygène dans l'enfant. Vous voyez que 2 litres, 3 litres minute, si vous bouchez, ça va extrêmement vite. Vous êtes sur un tout petit cathlon. Est-ce que vous amenez quelque chose? Oui, non. En fait, ces techniques-là, il y a un énorme risque de barotraumatisme, de pneumothorax. Il faut, comme pour toutes les techniques d'oxygénation sur ce genre de dispositif, permettre un temps expiratoire extrêmement long pour qu'en fait, effectivement, il n'y ait pas une inflation et un risque d'inflation pulmonaire.
ça ne peut être considéré, bien sûr, que comme une solution d'attente. Alors, il y a des gens qui ont imaginé d'autres dispositifs, le Manujet, moi, j'ai jamais utilisé. C'est à peu près la même chose, sauf que vous contrôlez la pression, en réalité, mais vous pouvez générer des pressions pulmonaires extrêmement élevées, surtout si vous ventilez trop rapidement. Le risque de barotraumatisme et de pneumothorax est là aussi, et donc c'est la même chose. Envisagez de garder un temps expiratoire extrêmement long, des fréquences respiratoires basses, et ça ne peut être, bien sûr, qu'une solution d'attente. Donc il y a des gens qui ont imaginé des dispositifs, celui-ci donc qui s'appelle le Hank Oxygen Flow Modulator, donc c'est une espèce de petite flûte, enfin pour être branché donc sur tout un système. Le cathéter, donc le petit cathéter qui est là est rigide, il y a 5 trous. Alors suivant ce que vous voulez de donner dans l'enfant, vous bouchez 1, 2, 3, 4 ou 5 trous si vous le souhaitez. Les pressions d'insufflation sont un peu moins importantes et surtout, mais l'insufflation se fait sur un temps court, moins d'1 seconde. En théorie, ça permet l'exsufflation parce que vous avez effectivement ces petits trous qui vous permettent normalement de permettre l'exsufflation passive. Mais pour ça, il faut que les fréquences respiratoires soient très basses et que le temps expiratoire soit bas pour que l'air ait le temps de ressortir. Et vous voyez qu'il faut des fréquences respiratoires extrêmement basses parce que vous voyez que les pressions générées quand on fait des fréquences respiratoires élevées, pourtant 12, chez un tout petit, c'est quand même pas beaucoup, et bien vous voyez qu'on génère des pressions qui sont absolument monstrueuses, qui peuvent aller jusqu'à 90 cm d'eau. Donc, ça reste quelque chose, encore une fois, une solution d'attente en attendant mieux, globalement, en attendant qu'on puisse faire une trachéotomie si on le veut. Et donc, le dernier dispositif à notre disposition, c'est effectivement ce qu'on appelle le ventrin. Donc, c'est les mêmes personnes qui avaient inventé le précédent. Mais là, en fait, ils ont inventé un petit dispositif ici qui permet, en fait, par une inversion des flux à l'intérieur du dispositif, d'aspirer, en fait, l'air, et donc c'est une exsufflation active. Et l'avantage de ça, c'est que autant tous les autres dispositifs vous permettent d'oxygéner, c'est globalement ce qui est vital dans la situation dans laquelle vous êtes, mais ce dispositif est vendu entre guillemets pour également permettre de décarboxyler par cette expiration et cette aspiration active. Donc c'est utile notamment si l'airway est complètement obstrué parce que vous n'avez pas besoin d'attendre cette expiration passive effectivement par les voies les voies aériennes du patient, puisque vous aspirez effectivement l'air. Il faut aussi utiliser des fréquences très basses, qu'un temps expiratoire très long, et évidemment, ça n'est aussi toujours qu'une solution d'attente, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc, vous êtes dans la situation catastrophique, mais bon, voilà, tout ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que on décrit ce CICO, mais il ne faudrait pas que ça arrive, et en tout cas, il faudrait qu'on soit tous formés à agir si ça arrive. Et donc, dans cette présentation dans cette institution, eh bien voilà, il faut pouvoir se préparer, il faut avoir du matériel disponible, il faut bien comprendre la physiologie de ces ventilations au travers d'un dispositif étroit. C'est vraiment très important pour pas courir à une deuxième catastrophe. Le but est effectivement d'oxygéner. Faites attention parce qu'on a parlé tout à l'heure de ces lésions de mur postérieur. Est-ce qu'on pourrait arriver à des lésions irréversibles de l'airway parce que vous avez fait un trou que finalement la trachée se déchire et ça peut être catastrophique. Et donc, ce petit commentaire, juste pour terminer, où effectivement, les auteurs, ils disent, voilà, ça serait bien qu'il puisse y avoir et qu'on se prépare. Donc, pourquoi pas un registre des intubations difficiles et surtout, comment est-ce qu'on peut enseigner et essayer d'entraîner les gens pour qu'ils soient préparés à la situation. Eh bien, actuellement est effectivement mise en avant peut-être des techniques d'échographie, et notamment pour permettre, si on pense que l'intubation va être extrêmement difficile, ou si on se retrouve dans une situation anticipée, de faire cette petite échographie pour visualiser où est la membrane cricothyroïdienne avant l'induction, et éventuellement pouvoir du coup savoir où piquer et la repérer. Et puis bien sûr, je crois que c'est quelque chose d'important, l'apprentissage en centre de simulation, c'est quelque chose qui est, à mon avis, capital sur l'apprentissage de ces techniques de front of the neck access. Voilà, donc restez calme, essayez de faire la bonne chose, ou essayez au moins de faire ce que vous pensez être la bonne chose, faites-vous aider. Et bon, j'ai été sollicitée pour vous inciter à venir à Marseille, donc les 24 et 25 mai au congrès de la DARPEF. Je vous remercie.